Ce qui a été annoncé pour cette réunion, c'était d'essayer d'avoir un échange autour du bilan de la séquence politique qu'on vient de connaître, bon, dont on peut considérer d'un certain point de vue qu'elle n'est pas tout à fait terminée, puisqu'on a, je le fais démarrer au mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire au 17 novembre 2018. D'un certain point de vue, on peut considérer que ce mouvement n'est pas complètement terminé et donc que la séquence n'est pas close. Néanmoins, on a bien vu à travers les élections européennes que là, il y a quand même un cycle qui s'est terminé et puis il y a un petit peu l'avant et l'après. D'ailleurs, y compris par rapport à l'après, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais il y a la séquence qui s'est ouverte autour de la question de l'aéroport de Paris, et on voit bien que c'est un peu ça qui va enclencher la nouvelle séquence. Alors, pour parler de ces événements, d'abord dire d'où on parle ou d'où on veut essayer de parler. Moi, je veux essayer de parler non pas du point de vue politique, enfin au sens électoral du terme, etc., mais du point de vue des adversaires du système dans lequel on vit, c'est-à-dire des gens qui aspirent à un autre mode de production que le mode de production capitaliste, et qui, par voie de conséquence, s'intéresse à ce que pense, à ce que fait et à comment agit la force sociale, c'est-à-dire on va dire essentiellement les travailleurs salariés, qui peut ne pas avoir intérêt à voir perdurer ce système et qui peut à un moment donné essayer de proposer une alternative. Alors, ce mouvement, je vais enfoncer quelques portes ouvertes, hein, mais on récapitule les choses, donc c'est un petit peu l'exercice de style. C'est le mouvement social le plus important qu'on ait connu depuis mai 68. Francis, d'ailleurs, qui est ici présent, a fait un article d'ailleurs dans le dernier numéro de Militant qui compare mai 68 et puis et le mouvement des Gilets jaunes. Et avec un caractère inédit à bien des égards, parce qu'il a mis en branle des couches sociales, y compris qui n'étaient pas traditionnellement mobilisées. J'arrête là pour le terme mouvement social, parce que je pense qu'il n'est pas très opportun concernant les Gilets jaunes, et d'un certain point de vue, parler de mouvement social, ça le réduit, c'est-à-dire que ça le ramène à quelque chose qu'on connaît. Bon, il y a des mouvements sociaux, les mal logés, les sans-papiers, que sais-je, des grèves dans les entreprises, etc. Bon, là, on a assisté à quelque chose, à mon avis, d'extraordinaire et qui dépasse largement ce cadre-là. Donc, comment il faut l'appeler? Parfois, la presse parle de la crise des Gilets jaunes, c'est pas mal. On peut parler de révolte, on peut parler de soulèvement, mais oui, à mon avis, on a quelque chose qui a à voir plutôt avec ça qu'avec un mouvement social au sens classique du terme. Donc c'était inédit par les couches sociales qui étaient mobilisées, par les formes d'organisation nouvelles et insoupçonnées qu'a généré ce mouvement, par son ampleur et puis par sa durée, puisque comme je le disais tout à l'heure, d'un certain point de vue, il poursuit encore. Alors cette protestation, rappelez-vous, elle a démarré contre des mesures d'augmentation de taxes sur les carburants qui montraient un caractère, je dirais, antipopulaire de ce que quelques-uns, je pense que d'ailleurs initialement c'est des gens de droite, appelaient l'écologie punitive, mais je pense que là on peut garder le terme parce qu'il est assez exact, c'est-à-dire de faire des déclarations d'ordre général sur l'écologie, la transition écologique et que sais-je, et puis concrètement faire payer les pots aux gens qui sont les plus en difficulté dans la société. Et puis bien évidemment, ça a pris la forme, comme ce qui était en question au début, c'était la question de l'essence, donc la question de la voiture. Ça a pris la forme d'une révolte de la France périphérique, c'est-à-dire de la France rurale et de la France des villes de province, et des villes périurbaines, ce qu'on appelle le milieu périurbain.
Et ça, c'était très très marqué dans ce mouvement. Alors ça aussi, c'est complètement inédit. Et c'est pas anodin, parce que cette France-là, on fait un petit peu comme si elle n'existait pas, on en parle rarement, voire jamais. Pour autant, jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 60% de la population française. Et donc, à partir du moment où ces gens décident qu'ils en ont ras la casquette et rentrent en lutte sur un sujet qui leur est commun, évidemment, ça donne quelque chose d'extrêmement spectaculaire. Alors, les couches sociales qui étaient mobilisées, tout le monde a bien remarqué. Il y avait les ouvriers et employés, il y avait, qu'ils soient actifs ou retraités, il y avait des commerçants et artisans, des petits entrepreneurs, voire des auto-entrepreneurs qui, eux, à mon avis, d'un certain point de vue, s'apparentent plus à la catégorie des précaires qu'à la catégorie des petits patrons. Et dans ce groupe-là, les ouvriers employés, surtout les employés, représentaient numériquement le noyau dur. C'est pour ça que ça a pris la forme de coalition de quelque chose qui, à un moment donné, a commencé à considérer qu'ils représentaient, eux, le peuple, et donc s'opposant aux nantis ou à l'oligarchie, pour prendre un terme qui aujourd'hui est relativement partagé. Alors avec un soutien massif dans la population, hein, j'ai regardé quelques études qui avaient été faites à l'époque. Bon, le soutien, c'est 75% des ouvriers, 65% des employés, 64% des indépendants. Et puis l'hostilité au mouvement, là où elle est la plus forte, c'est chez les cadres et professions supérieures, 44%. Mais je pense que chacun d'entre nous a pu l'observer lui-même dans son entourage. Donc on a la constitution d'un peuple. Après, politiquement, qu'est-ce que ça donne en termes de sympathie politique? Il y a deux forces politiques dont les gens qui se déclarent proches d'elles soutiennent ultra massivement ce truc-là. La première, c'est la France insoumise, puisque dans les gens qui soutiennent, 85% de ceux qui disent qu'ils sont proches de la France insoumise soutiennent le mouvement. La seconde, c'est le Front National, où avec la même question, 81% des gens qui se disent proches du Front National ont des sympathies et soutiennent le mouvement des Gilets jaunes. Et bien évidemment, par soustraction, dans ceux qui sont hostiles, ceux qui arrivent de manière significative, c'est les gens qui se reconnaissent dans les Républicains, qui se reconnaissaient à l'époque. Hein. Je parle autour de la fin du mois de novembre. Les choses ont évolué depuis, on va en reparler tout à l'heure. Mais qui sont quand même partagés. Puisque il y en a une majorité qui soutient, mais il y a quand même 40% qui sont dans l'opposition au mouvement. Et puis bien évidemment, 72% des gens qui se reconnaissent dans la République en marche et qui sont tout à fait contre ce truc-là. Après, sur les gilets jaunes des ronds-points en tant que tels, leur recrutement, il y a eu des études qui ont été faites là-dessus à chaud. Hein. Leur recrutement, eux, il n'est pas dans les gens qui sont investis dans le champ politique, puisqu'on a 80% des gens qui sont des abstentionnistes. C'est-à-dire qu'en fait, ce mouvement, c'est une révolte des classes ouvrières et populaires, une révolte de la France périurbaine et rurale, et aussi une révolte des abstentionnistes. Alors, moi, j'attire votre attention là-dessus, parce que dans les schémas de pensée qui pouvaient être les nôtres, ou en tout cas qui pouvaient être les miens, balayons chacun devant sa porte, s'il y a bien des gens dont on pensait qu'ils ne pourraient rien faire politiquement parce qu'ils étaient démoralisés et que si on voulait un jour les remobiliser, ce serait en créant un grand mouvement au sein de ceux qui participent déjà qu'on pourrait arriver à les attirer à nouveau, ce raisonnement-là, peut-être qu'il était juste, en tout cas une chose est certaine, c'est qu'il est caduc, puisque les abstentionnistes se sont mis à leur compte, alors avec des fois des arguments qui ne nous plaisent pas, moi le premier, que je peux trouver naïf, voire faux. Pour autant, ils se sont mis à leur compte et ils ont décidé d'intervenir dans la situation politique. Après, ce mouvement, il a été extraordinaire dans sa capacité à désigner
une cible, au-delà de la revendication unifiante, évidemment, sur la question des carburants, c'était Emmanuel Macron, c'est-à-dire la direction, le chef de l'exécutif de l'État, qui d'un certain point de vue les a cherchés, entre guillemets, je vais garder ce mot chercher, puisqu'il a dit, s'ils ne sont pas contents, qu'ils viennent me chercher. Et du coup, c'est devenu, Manu, on vient te chercher chez toi. Et donc, tout le monde direction l'Élysée. Ça aussi, évidemment, cette question de s'adresser directement à au chef de l'État, de s'adresser directement au lieu de pouvoir, d'essayer, y compris de s'en rapprocher physiquement avec des intentions pas très aimables, on va dire ça comme ça, ça c'est un phénomène tout à fait inédit à ma connaissance. Dans mai 68, pour lequel il faut avoir beaucoup de respect parce que c'est le plus grand mouvement de lutte de classe du XXe siècle, tout confondu. Je parle sur le plan gréviste, en tout cas après-guerre, parce que sinon on va faire rentrer les révolutions dans la comparaison, ce qui serait malvenu, mais pour la France, en tout cas, c'est certain. Personne n'a été faire le mariole aux Champs-Élysées, à dépaver le machin, etc., à part les gaullistes quand ils ont tenté, quand ça a été le moment du reflux, et donc la contre-révolution, si je peux dire, à travers le défilé des gaullistes aux Champs-Élysées. À partir de là, qu'est-ce qui s'instaure? Il s'instaure une logique de contre-pouvoir, voire de double pouvoir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je pense que c'est un point important parce que je crois qu'il y a dans ce qui s'appelle, ce qu'on reconnaît ordinairement, dans lequel moi je ne me reconnais pas sous ces formes-là à la gauche, une idée qui est une idée fausse, qui a été avancée dès le début, aussi par les éditorialistes des différents médias, etc., qui est la question du débouché politique. C'est-à-dire que tout de suite, la question est devenue, mais pour qui est-ce qu'ils vont voter? Pour qui est-ce qu'ils pourraient voter? Pour qui est-ce qu'il faut les faire voter? Enfin, avec cette idée que ce genre de truc va se défalquer sur le terrain électoral. Or, quand on en est dans un point où les gens essayent d'attaquer l'Élysée, même s'il faut mettre des guillemets à attaquer, bien évidemment, la question de savoir pour qui ils vont voter à la prochaine est complètement con, me semble-t-il, à côté de la plaque, et marque une incompréhension de ce qu'est ce mouvement. Ce truc ne pouvait se dénouer, n'aurait pu se dénouer, certainement qu'il n'était pas assez fort, pas assez puissant, etc., mais s'il avait dû se dénouer, il se serait dénoué par une démission ou par... comment dire, une crise au sommet de l'État qui disloque la tête de l'État. Pour dire les choses de manière un peu caricaturale, on était plus dans des dynamiques qui font penser à ce qui peut se passer en Algérie aujourd'hui qu'à autre chose. C'est-à-dire que la question n'était pas de savoir pourquoi les gens allaient voter. La question, c'est que les gens voulaient que le système qui était en place se dégage tout seul, avec évidemment en le poussant un petit peu, évidemment. Et donc on avait une double légitimité qui était d'un côté le peuple qu'on reconnaissait parce que d'un seul coup il s'était mis un signe de distinctif à travers ce gilet fluo, et puis de l'autre côté évidemment les partisans et les défenseurs de l'ordre établi, etc. Voilà. Donc le retour aux urnes, bon, on l'a vu en 68 aussi d'ailleurs, parce que le mouvement de 68 a été suivi d'une élection, parce que pour le coup il y avait des gens un peu plus malins à la tête de l'État, qui a vu l'élection d'une assemblée massivement à droite au lendemain d'une crise révolutionnaire ouverte. Donc, voilà. Autre aspect, puisqu'on est dans un bilan, hein, je me permets d'être un petit peu, comment dire, abrasif dans mon propos. Autre thématique qui m'apparaît mal décrire ce mouvement, c'est la thématique des convergences des luttes. Parce qu'à un moment donné, plein de gens sont arrivés en disant « Ah oui, il faut converger ». Et donc on a sorti, on a tenté des trucs, des machins, voilà, qui évidemment n'ont rien donné. Mais la convergence des luttes, ça n'existe pas. En réalité, c'est pas le fait de ramener le DAL et le comité Adama dans une manif qui va faire converger quoi que ce soit.
ce qui fait converger des mouvements. Alors c'est soit qu'ils s'étendent, c'est-à-dire qu'une grève se diffuse par exemple, ou que le mouvement part d'un rond-point et on arrive à tous les ronds-points de France, ça c'est l'extension, et puis ce qui fait la convergence, c'est les objectifs politiques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit Macron dehors, la question de la convergence, c'est la convergence de tous ceux qui disent Macron dehors, et c'est pas une rencontre à la base de gens qui ont des problèmes qui peuvent être différents. D'ailleurs, y compris sur les ronds-points eux-mêmes, les problématiques des personnes, ou dans le comité des Gilets jaunes auquel je participe, les problématiques individuelles de chacun ne sont pas les mêmes. Et ce qui réunit les gens, c'est des objectifs, parce qu'ils ont un caractère, politique. À un moment donné, il y a eu un frémissement de s'emparer de cette thématique-là sous la forme que je viens de dire du côté de la France insoumise, et je pense en particulier aux interventions de François Ruffin. Je dis dans un premier temps, puisque il s'est pointé, je crois que c'était le 2 décembre, devant l'Élysée. D'abord, il y avait eu des signes avant-coureurs, puisqu'il y avait malheureusement, je n'ai pas retrouvé les documents, donc je ne vais pas citer de nom, mais il y a plusieurs députés qui avaient interpellé le gouvernement sous l'angle « Ah oui, mais de toute façon, vous devez vous soumettre ou vous démettre, ou si ça continue comme ça, il va falloir partir, etc. etc. » C'était formulé de cette manière-là, et lui s'est pointé en disant « Macron démission, c'est mon mandat, c'est notre exigence, je viens la relayer devant l'Élysée. » le soir même ou le lendemain, il a retiré sa position et on est passé sur une position qui était une position de dissolution de l'Assemblée nationale. Bon, c'est pas fondamental parce que de toute façon, les gens n'écoutaient pas les consignes. Hein, donc, que les uns aient dit ça aussi, peu importe. Pour autant, moi, ça a attiré mon attention. Le fait que ça se soit passé comme ça et qui me paraît au final pas le plus opportun. Après, évidemment, quand on appelle à la démission du président de la République, il faut le faire dans un temps T et on ne peut pas le maintenir en suspendu en l'air comme slogan ad vitam aeternam. Évidemment, de toute façon, ça ne peut avoir qu'un caractère conjoncturel. Voilà, alors mobilisation, enfin mouvement ou soulèvement extraordinaire par sa capacité de résilience, parce que le 5 décembre, donc ça a commencé le 17 novembre, le 5 décembre, il y a eu l'annonce de l'annulation, alors ça a cafouillé, mais le 5, ils ont fini par dire que c'était annulé les hausses de taxes sur les carburants, c'est-à-dire que ce que voulaient les gens était obtenu, puisque c'était ça la revendication essentielle. 5 jours après, une nouvelle liste de choses qui étaient données, dont on peut trouver qu'elles étaient, comment dire, du saupoudrage, pas toutes, parce qu'il y en a une qui me semble importante, c'était les fameux 100 € d'augmentation pour les gens qui n'auraient pas de prime, ou pour les gens qui auraient le SMIC, bon, ce qui était un peu de l'enfumage, hein. La défiscalisation de la prime de fin d'année, la défiscalisation des heures sup, et puis surtout, ce qui me paraît quand même un acquis significatif, le fait que la hausse de la CSG serait supprimée pour les retraités qui touchaient moins de 2 000 €, ce qui fait quand même, à mon avis, un nombre relativement considérable de personnes. Donc ça a reflué, et puis c'est reparti. C'est-à-dire qu'on pensait que le truc allait se tasser, y compris ceux qui y participaient. Je pense qu'on était un certain nombre autour de cette table à y être. Et puis, c'est reparti comme en 40 au mois de janvier, bon, avec y compris l'avancée d'autres slogans qui émergeaient déjà. Je pense à la question du RIC. Alors, je vais en dire 2 mots. Je surveille là, ça va, je suis raisonnable. Je pense que c'est quelque chose qui était pertinent dans le moment où il a été annoncé. Je ne pense pas que ce soit quelque chose d'extraordinaire en soi. C'est-à-dire que, franchement, les camarades et amis, on en a hein, dans nos amis gilets jaunes, qui passent leur journée à faire des études sur le RIC et la constitution de l'an 4000 et comment tout ça, ça va être merveilleux, etc. À mon avis, ils laissent de côté un point fondamental, qui est ce que j'annonçais dans mon énoncé d'intention. C'est quoi la situation? Et par rapport aux moyens de production, à qui dirige le pays, etc., on fait quoi? Parce que le jour
où il y aurait un gouvernement qui correspondrait à mes aspirations, à mes idées, je ne suis pas sûr qu'on aura besoin de faire un RIC ou quelque chose comme ça, parce que de toute manière, le pouvoir serait réorganisé de manière qui le rendrait tout à fait superflu, et on s'occuperait d'un truc qui reste en dehors largement du débat démocratique aujourd'hui, c'est-à-dire de qu'est-ce qui se passe dans les entreprises et qui est-ce qui tient le manche dans cette histoire. Ça, c'est le débat, me semble-t-il, fondamental qui est posé. Pour autant, à partir du moment où les Gilets jaunes avaient une liste de revendications, une liste qui était significative, il y en avait à un moment donné une centaine, hein, qui était très bien, qui était bien articulée, et qu'ils ont compris évidemment qu'ils ne gagneraient pas les revendications, de dire, bah nous on veut juste finalement un seul truc, mais ça on le veut tout de suite, c'est-à-dire le moyen de faire passer nos trucs au compte-gouttes, et finalement de saucissonner le truc. Je pense que c'était malin de présenter les choses, comme ça. Et puis, évidemment, tout mouvement, tout soulèvement a un commencement, et puis un milieu et une fin. Et bien évidemment, à partir d'un moment, ce mouvement a commencé à décliner numériquement. Mais je veux dire, c'est tout à fait logique. Il n'est pas possible de rester en suspension dans l'air pendant 10 ans sur les mots d'ordre qu'on a vus et avec le niveau d'intensité qu'on a vu au mois de décembre dans ce mouvement, d'autant plus qu'il a été réprimé de manière bestiale. On le sait tous, je le dis juste pour que ce soit sur la vidéo, et si ça n'avait pas été la classe ouvrière qui tenait les rues, ça ne se serait pas passé comme ça. C'est-à-dire qu'ils les ont massacrés, intimidés, pourchassés en justice, persécutés. Mais si ça avait été la millième journée d'action comme on connaît, ou le millième petit tour bobo avec des revendications tout le monde s'en fout. Hein. D'ailleurs, on a bien vu, ils n'ont pas lâché les chiens sur la marche pour le climat. Hein. Donc voilà, ça c'était pour que ce soit dit à un moment donné. Et puis il y a eu un rôle délétère qui a été joué par les forces. Alors, je pense que l'extrême gauche a joué un rôle délétère. Je pense que les antifas ont joué un rôle délétère dans ce mouvement, parce qu'à partir du moment où des gens qui ne sont pas des gilets jaunes, des ronds-points, et que personne n'a mandaté pour quoi que ce soit, s'arroge le droit d'aller dans des cortèges pour dire « toi, tu as le droit d'être là, toi, on va te péter la gueule parce que tu es un sale fasciste », ça ne peut jouer qu'un rôle délétère. Et je ne parle même pas des histoires de Black Bloc qui sont arrivées bien après, qui sont complexes, parce qu'elles ont le soutien d'une partie des gilets jaunes, mais ce qui ne veut pas dire qu'elles soient justes dans l'absolu. Et puis, des formes de parasitage politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a bien vu, je crois qu'aujourd'hui, ça se voit de manière tout à fait évidente, que chaque organisation se pointe avec son petit cortège plus ou moins présenté, ou ses signes distinctifs, etc. C'est-à-dire qu'on retourne dans les formes d'avant, c'est ce qu'on n'est plus dans les formes d'organisation populaire initiale. Alors, ce que ça a montré, mais rassurez-vous, je vais quand même dire 2 mots sur les européennes sans parler une demi-heure de plus, c'est la capacité quand même, et je pense que ça c'est un point important, parce que ça, on pouvait en douter. Le peuple est capable de se démerder tout seul. Il est capable de dire, cette question-là, ça me concerne, j'en veux plus, le gouvernement me plaît plus, je m'organise par moi-même, je me structure nationalement sans demander l'avis à personne, je me donne des formes d'organisation inédites, auxquelles même les spécialistes de la communication les plus, motivés n'avaient pas pensé. Et puis je génère des cadres, je génère des dirigeants. Alors là, c'est des dirigeants d'une drôle de manière, parce que ils n'ont pas été élus par la base dans des trucs représentatifs. Ils énoncent des propositions, et puis soit les gens les suivent, soit ils ne les suivent pas. Ce qui fait qu'à un moment donné, on change de dirigeant, tout simplement. Il n'a pas été viré, hein. C'est que les gens, ils arrêtent de le suivre et ils ont pris un autre parce que c'est l'autre qui fait la proposition politique qui correspond à la période. Bon. Et ça, je crois que c'est tout à fait extraordinaire. Moi, j'ai toujours été très opposé
à tous les trucs qui étaient de dire ah oui les chefs on n'en veut pas, etc. Alors bien sûr au sens gilet jaune les chefs on n'en veut pas de souci là-dessus, mais les têtes d'affiche on n'en veut pas, etc. Mais moi je crois que ces gens-là sont exceptionnels. On a produit des Maxime Nicole, on a produit des Éric Drouet, des Priscilla Lidowski, des Rodriguez. Je pense qu'on doit être fier et confiant dans les capacités du peuple français à produire spontanément à travers la lutte des cadres de ce niveau-là, dont on voit bien d'ailleurs pour ceux que je viens d'énoncer, que pour la plupart ils se maintiennent aujourd'hui sur des positions qui peuvent avoir, en tout cas, si ce n'est, en tout cas, mon approbation. Je pense à quelqu'un comme Éric Drouet, y compris dans son bilan du mouvement. Et donc, quand il dit « Ah oui, mais là, on a merdé, etc. » et voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui, je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement lucide. Alors, un mot sur la France insoumise, et on va faire la transition avec les européennes. Alors d'abord, il y a des gens qui ont dénigré le mouvement. Ça ne vaut pas que pour la France insoumise, ça vaut pour toute l'extrême gauche, quasiment. À commencer par le NPA, c'est-à-dire qui ont passé leur temps à dire ce truc-là c'est un truc de fasciste, il ne faut pas y aller, etc. Ensuite, il y a eu des gens comme Clémentine Autain, c'est marqué en rouge dans un post-it que j'ai un mémo à chaque fois que j'entends son nom que je ressortirai. C'est ah bah les fascistes, etc. Ça figure d'ailleurs toujours sur leur site internet, hein, donc il suffit de se projeter dans les archives, etc. D'ailleurs, au cours d'une interview à propos du bilan des européennes, je ne sais lequel des cadres de la France insoumise, Alexis Corbière ou un autre, a dit oh, de toute façon, elle nous a fait part d'une semaine sur cette histoire-là parce qu'elle ne voulait pas qu'on soutienne. Bon, bref. Après, si je parle de la France insoumise, en tant que France insoumise, je pense qu'il y a eu un parcours sans faute. Un parcours sans faute sur cette histoire. En termes de soutien résolu, ouvert. Ça a commencé, on a vu, moi je me rappelle très bien, c'était au meeting de Lille, j'ai pas la date en tête, mais Mélenchon qui a commencé à prendre la température en disant il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, mais on peut être fâché et pas facho. Et bref, ceux qui veulent y aller, allez-y. Bon. Et puis après, ça s'est transformé très rapidement en on y va, il faut y aller, etc., etc., etc. Donc ça m'a paru très très bien. Son truc sur Drouet, moi franchement, ça m'a mis la larme à l'œil. Hein. Je trouve que c'était extraordinaire. C'était du grand Mélenchon. C'était un pari, hein, parce que l'autre, il aurait pu lui cliquer dans les pattes, etc. Mais c'était un pari gagné. Et ça, je pense qu'il faut le mettre au compte de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'Éric Drouet est quelqu'un de stable et qui a montré jusqu'à aujourd'hui, stable dans ses idées en tout cas, sa fiabilité, même si lui c'est lui et nous c'est nous, comme disait l'autre. Un soutien aux revendications, parfois maladroit, parce que c'est pareil, parce qu'en fait, tout ce qu'ils disent, c'est dans notre programme. Oui, d'accord, mais c'est pas exactement ordonné de la même manière, etc. Donc là, je pense pas aux déclarations de la France insoumise publique. Hein. Je pense plutôt à ce que peuvent dire des camarades à la base, sur les réseaux sociaux, etc. Bon. Donc, ce truc messianique de on l'avait dit avant et les gens nous reconnaissent, mais pourquoi ils nous reconnaissent sans nous reconnaître je pense que là, c'est un piège intellectuel. Il ne faut pas rentrer là-dedans, faute d'être déçu. Une dénonciation sans faille de la répression. Moi, j'étais à Bordeaux à l'invitation de Francis à la convention de la France insoumise. Je me rappelle du discours de Mélenchon. Moi, ce qui m'avait estomaqué positivement, c'était sur la question de la répression. Parce qu'il l'a dénoncé de A à Z et à aucun moment il est rentré dans le débat sur oui mais les violences, pas les violences, etc. etc. C'était nickel. Et puis un appel aux manifestations. Alors qu'est-ce qui nous a manqué? Et là je ne vais pas discuter sur la France insoumise, qu'est-ce qui a manqué en général. Notre point de vue, en tout cas c'est comme ça qu'on l'avait formulé quand on a relancé ce bulletin en le positionnant dans la mouvance de la France insoumise, c'était de dire il est nécessaire d'avoir une organisation de type nouveau, disions-nous, ce qui est une forme de clin d'œil subliminal à nos grands anciens, c'est-à-dire qu'il soit à la fois capable d'intervenir bien sûr dans les batailles électorales quand elles se présentent, mais qu'il soit capable aussi d'agir de manière cohérente quand il y a des mouvements sociaux. Parce que on ne peut pas préjuger de comment vont se passer les choses
et même si on retient cette formule de révolution citoyenne, on ne peut pas préjuger de la manière dont elle va se passer. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon lui-même disait « les Gilets jaunes, c'est la révolution citoyenne en marche, etc. etc. » Bon, donc se pose la question de comment on agit, du coup, dans un truc de ce type-là. Et donc ce besoin-là, me semble-t-il, qu'on a finalement, qui perdure depuis des décennies, hein, évidemment, c'est pas nouveau. On en a eu un nouvel exemple à travers cette question de Gilets jaunes. Et puis la nécessité de former un type de militant. Alors, bien sûr, par exemple, des camarades syndicalistes, ça va leur paraître évident, mais je crois qu'il y a des trucs sur lesquels il faut évoluer. Par exemple, un terme que moi j'ai utilisé, hein, donc toujours balayé dans sa porte, hein, éducation populaire. C'est pas bon. Parce que éducation populaire, ça donne quoi comme truc? C'est-à-dire que nous, on a compris et vous, on va vous éduquer. Moi, quand j'ai des Éric Brouet et des Maxime Nicole, je dis, les camarades militants doivent se mettre à l'écoute. Ou des gilets jaunes de base. Il faut se mettre à l'écoute du peuple. Il ne faut pas se pointer pour leur faire des séances d'éducation, quelque chose de descendant, j'allais dire finalement implicitement condescendant. Bon. Ce que je dis, je sais que c'est un peu abrupt et que pour ceux qui sont impliqués dans ce milieu-là, ça pourra leur paraître choquant. Pour autant, je pense qu'il faut réellement se poser cette question, et ça veut dire sortir aussi des formes d'entre-soi. Alors à Paris, c'est particulièrement flagrant, mais l'entre-soi militant qui vous rend incapable de discuter avec des gens normaux, ça devient, ce qui sont des trucs de base que n'importe quel syndicaliste d'entreprise maîtrise parfaitement. Mais je pense que il faut y compris les militants politiques qui n'agissent pas dans l'entreprise, mais qui veulent s'impliquer dans les mouvements de masse comme les Gilets jaunes le comprennent. Voilà. Et puis après, bon, j'ai dit un petit peu de mal des Black Blocs, des machins, je développe pas. Je dirais un petit mot aussi, tant qu'à être un petit peu taquin, sur les tendances assembléistes. Les histoires de Commercy, Saint-Nazaire, et puis là, on nous en annonce une nouvelle, etc. Commercy, c'était quelque chose de très large. Notre groupe de Gilets jaunes a envoyé 2 personnes. Alors c'était cocasse parce que, donc là, ça témoigne de la diversité. Puis dans l'enthousiasme général, dont celui qui avait eu l'idée d'aller là-bas, qui organisait la voiture, était un militant d'ultra-gauche. Ultra-gauche, pas au sens Black Bloc, hein, au sens ultra-gauche historique, hein, les conseillistes, etc. etc. Pour ceux à qui ça parle, ce genre de référence. En plus, c'est un ultra-gauche. Le deuxième, c'était un mec du Front National. Donc, ils ont récupéré une Marocaine de passage qui était intéressée par les Gilets jaunes, mais qui n'était pas avec nous. Et tout ça est parti en s'engueulant dans la voiture jusqu'à Commercy, etc. Bon. Et ce truc-là a beaucoup plu. Il a beaucoup plu. Pourquoi? Parce que finalement, et c'est là où je vais être un peu, je vais mettre le petit bémol, ce qui m'avait fallu, d'ailleurs, j'étais assis autour de cette table, mais pas au même endroit, de me faire engueuler assez violemment avec des gros mots par une dame. C'est que ça plaisait bien parce que ça nous rappelait les trucs d'avant. Donc tous les gens de gauche, ils ont trouvé ça cool, Commercy. C'est vachement sympa. Bon. En plus, ils n'étaient pas déçus parce que les mecs qui ont organisé le truc, les mecs de Commercy eux-mêmes, c'est un groupe qui existait déjà avant. Eux, c'est des décroissants, etc. Donc eux, ils savaient ce qu'ils faisaient, etc. Et du coup, ça a bien plu. Donc, mais est-ce que c'était pas une manière... Alors, Commercy, ça passe. À Saint-Nazaire, c'est parti en vrille. Y compris à Saint-Nazaire, quand des gens des Gilets jaunes connus ont voulu y aller à titre individuel, on leur a dit non, viens pas, sinon on ne te laissera pas rentrer. Au nom de quel mandat, voter par qui, ouais. Ce truc assembléiste, après, évidemment, l'ultra-gauche s'est déchaîné là-dedans et c'est parti en vrille. Mais je pense qu'on l'a à un moment donné, on l'a surestimé, même si ça a eu le mérite de réunir de façon un peu formelle. Bon, avec des temps de parole de 1 minute 30 et 50 pages de préparation et de conclusion du débat, mais de réunir des gens divers à un moment donné. J'attire juste votre attention là-dessus, c'est par rapport à l'avenir. Alors, les européennes. Parce que je sens que tout le monde a envie de dire quelque chose, donc je ne vais pas être trop long. Bon, tout le monde a vu le truc, l'abstention, et évidemment... bon, je ne sais plus à combien on était, 45% d'abstention, quelque chose comme ça. 49%. Bon, un peu moins que la dernière fois, même sensiblement moins que la dernière fois. 10 points de différence. Sensiblement moins que la dernière fois, c'est un phénomène qu'il faut prendre en compte, bien évidemment.
Et après, une abstention qui évidemment recouvre les catégories dont on parlait précédemment, sinon ça n'aurait pas d'intérêt de faire le lien. 59% des... Alors d'abord, une majorité des 18 à 49 ans. Alors ceux qui ont été votés, c'est pas compliqué, c'est les vieux. Donc ça, c'est... Voilà. 18-49 ans, ça s'est abstenu en masse. Il y a des enquêtes très intéressantes. Je trouve un truc d'Ipsos assez détaillé qui est très très bien. Et puis l'avantage sur ces enquêtes-là, c'est que ce n'est pas des sondages d'opinion. C'est des enquêtes d'opinion sur des gens qui ont déjà voté. Donc, ou pas voté, mais qui on demande pourquoi vous l'avez fait. 59% des employés se sont abstenus, 57% des professions intermédiaires, 55% des ouvriers. Voilà. Alors ceux qui ont été votés un peu plus, c'est les cadres. Bon, 51%, il n'y a pas de cause pour les parterres non plus. Hein. Les bacs plus 3. Bon, c'est pas exactement les mêmes, on peut penser que ça intersecte un peu, hein, mais 55%, et les retraités qui ont voté à 65%. Bon. Alors ceux qui n'ont pas voté, il y avait plusieurs facteurs, mais peut-être qu'il y en aura des éléments dans la discussion complémentaire. Une incompréhension des enjeux, tout simplement. C'est ce truc, on ne sait pas à quoi ça sert, on n'a rien compris. Voilà, donc du coup, on s'en fout, on n'y va pas. Pour une minorité, le refus de cautionner l'Union européenne. Pour une minorité. Bon, néanmoins, c'est une forme de position politique. Il y a eu des chiffres là-dessus, mais malheureusement, je ne les ai pas gardés, mais je sais que c'est 17% de ceux qui n'ont pas voté. Donc, on va dire que ça fait 5%. C'est à la fois très peu et très significatif. C'est une position politique. Et puis, l'impression de ne pas être représenté. Ce qui nous renvoie à ce qu'on disait sur les gilets jaunes, sur ce fossé, ce gap avec les formes d'organisation traditionnelles. Alors moi, j'ai eu l'occasion d'en voir un de près, sur un plan familial, puisque c'est quelqu'un qui avait, je ne dirais pas de nom, parce que c'est public, mais qui a voté de ma famille proche, qui a voté Mélenchon spontanément, sans que personne ne lui en parle, à l'élection présidentielle. Donc, elle fait partie des 30% de jeunes qui ont voté ce Mélenchon, et qui là dit, j'ai pas été voté. Pourquoi tu n'as pas été voté aux européennes? Parce que il n'y avait pas de représentation. Les idées qu'on pouvait avoir n'étaient pas représentées, etc. Voilà. Ce qui est pas vrai, parce qu'il y a eu 34 listes, hein, depuis d'obscures scissions du PCF jusqu'au parti animaliste, en partant par le Frexit, le Je suis pour l'Europe, etc. On a eu tout le panel. Hein. Et pour autant, les gens vous disent, oui, mais ces partis-là, c'est toujours les mêmes, on ne comprend pas, et en fait, ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir, mais nous, ça ne nous intéresse pas, etc. Bon. Il y a un vrai problème politique, j'attire votre attention là-dessus, parce que la question, c'est quelle est la solution qu'on apporte. Moi, je n'ai pas d'idée au stade actuel, mais je note ce point-là. Après, isolement de Macron, évidemment, parce que c'est pas bon. Alors, il a perdu la course à l'échalote avec le FN, mais qui est un truc complètement con, parce que qui arrive en tête, on s'en fout. En vérité, on est juste dans l'ordre du symbole, c'est purement dans l'ordre du symbolique. Parce qu'il est à 20%, donc il était à 20%, il est toujours à 20%, alors on aurait pu souhaiter qu'il soit à moins que ça, pour autant c'est pas non plus, il n'y a pas non plus de quoi s'énerver, hein. C'est-à-dire qu'il y a 80% des gens qui ont voté pour autre chose, et je dirais même 80% des gens qui ont voté contre ça, avec des arguments différents, en partie différents. Stabilité du Front National, stabilité et une forme de renforcement, parce que visiblement ils ont monté en voix par rapport aux européennes précédentes. 500 000 voix. Pas d'effet gilet jaune, mais ça c'était prévu. C'est-à-dire que c'était évident dès le départ que ce truc-là n'allait pas se réfracter. J'ai déjà dit ce que j'en pensais. Une recomposition majeure de la bourgeoisie politique. Je pense que ça, pour le coup, ça mériterait de s'y attarder. Puisque on a eu un transfert. Alors d'abord, les retraités, ils ont tous voté pour Macron. D'abord, c'est eux qui ont été votés aux européennes, après ils ont voté pour... tous, pas tous, mais en grande majorité. Et puis, des transferts massifs. Alors sur Paris, je ne sais pas si vous avez vu les cartes qui ont été données, c'est absolument extraordinaire, parce qu'en gros, à l'élection présidentielle, Paris était coupé en 3. Hein. Donc il y avait l'ouest parisien un peu rabougri, qui était bleu marine, hein, voilà, c'était la droite, machin, etc. Vous aviez quelques petites percées de rouge dans l'Est, avec des bons scores de la France Insoumise, hein, qui passaient les 30% dans certains endroits, etc. Donc on a eu d'ailleurs
de Obono et Daniel Simonet. Non, Daniel Simonet, c'est au municipal. Mais c'est dans les mêmes configurations, où dans le 20e, elle s'est maintenue dans une triangulaire, elle a été élue quand même. Donc on voit qu'il y avait une base de ce point de vue-là. Et puis le milieu, c'était du macronisme. Moi, j'habite dans le 3e, donc on baigne là-dedans. Voilà. En veux-tu, en voilà. Et alors là, le macronisme, il est passé dans les quartiers bourgeois. Ils ont tous voté comme un seul homme pour Macron dès le départ, hein, avec des 46-47% dans le 16e, etc. etc. Malheureusement, le rouge a été effacé. Et puis, ils se sont vidés du truc central et de l'Est parisien, qui du coup est passé chez les écolos. Voilà. Et donc, on est dans cette configuration-là. Donc, ça veut dire qu'il s'est passé un truc majeur du côté de la bourgeoisie. Voilà. Bon, les Verts, succès sur les 18-25 ans. Je développe pas. Avec quand même un transfert significatif depuis le vote Mélenchon et depuis le vote Macron. Puisque Macron, il y a eu les vases communicants. Il s'est maintenu à 20%, mais il a perdu une partie de son électorat. D'abord, comme tout le monde, il a perdu la moitié en abstention, hein, ça l'a touché aussi. Et puis, une partie significative s'est reportée sur les Verts. Ce qui a compensé, c'est les apports venant de la droite traditionnelle. Pour conclure sur ce point-là, ou presque, du point de vue des partis, je dirais, issus du mouvement ouvrier et socialiste qu'on a connu au 19e et au 20e siècle, le résultat n'est pas brillant. Bon, le Parti socialiste, ils étaient contents, ils ont fait 6%, ce qui pour eux était une forme de résistance. Mais apparemment, il n'y a pas de quoi. Hein, voilà. Génération Hamon, ils ont fait un pari, ça a loupé, mais je veux dire que c'était un petit peu prévisible quand même. Le Parti communiste a mené une campagne de bluff et d'esbrouf, un truc de dément, qui a abouti à la vérité des prix qu'on savait déjà. Non, mais depuis que les élections européennes existent, le Parti communiste, j'ai les chiffres avec moi, je ne les donnerai pas tout de suite parce que ça va nous retarder pour faire le débat, mais si on y revient après, je les ai, ne fait que reculer. Bon, ils étaient arrivés alors il y a eu la France Insoumise, le Front de Gauche entre-temps qui a mis le truc entre parenthèses, mais avant qu'il y ait le Front de Gauche, ils devaient être à 4-5%, donc de toute façon, voilà, ils sont à 2, et quoi, après ils seront à 1, et ainsi de suite. Et puis la France Insoumise, avec le résultat décevant, et une sociologie rétractée par rapport à ce qu'elle était à l'élection présidentielle, même s'il y a quand même une forme d'équilibre, d'accord, à l'intérieur du vote. Mais évidemment, il y a une rétractation, c'est-à-dire que les scores dans les catégories populaires étaient tout à fait significatifs, et ils se sont rétractés, même si on ne peut pas dire que ça s'est réduit sur la petite bourgeoisie, les couches supérieures, etc. C'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a quand même un équilibre. Vous avez quand même 7% des ouvriers qui ont voté pour la liste conduite par Manon Aubry. Alors on peut trouver que c'est insuffisant, que c'est pas significatif, etc., etc. Pour autant, il y en a 1% qui ont voté pour la liste conduite par Yann Brossard. Donc voilà. Donc et puis bien évidemment, vous avez 12% des gens qui gagnent moins du SMIC qui ont voté pour la liste conduite par Manon Aubry. Là, je conclue pour de bon. Où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'il faut penser en termes d'éléments de bilan sur cette séquence. Le premier truc, moi je suis évidemment, mais je pense que vous aviez deviné, c'est subliminal, en désaccord total avec l'initiative intempestive de Clémentine Autain. Parce que notre ami Jean-Pierre Garnier, qui est un peu taquin, lui aussi appelait, comment il appelait ça? Il a dit Big Bang dans un verre d'eau. C'est-à-dire que les recettes qui ont conduit à l'échec, menées par des gens qui sont coupés des classes populaires, avec un programme qui à la fois comprend des gens qui soutiennent les revendications du peuple et d'autres qui les combattent, va mener à rien. À rien. Je pense qu'il faut être extrêmement clair là-dessus. Et évidemment, c'est moussé médiatiquement
Et puis à chaque fois, ils sortent Besancenot pour faire voilà, la mouche du coche, parce qu'ils en ont besoin, etc. Mais tout ça, ça n'ira nulle part. Et en termes généraux, si vous me permettez une citation, je voulais faire un truc, finalement. Moi, le bilan que tire Alexis Corbière, finalement, me va très bien sur cette séquence-là, en particulier sur ce qui nous intéresse, nous, c'est-à-dire la France insoumise. Il dit, la France insoumise, j'avais une citation de Lénine, finalement j'ai pris Alexis, c'est pour faut être moderne. Oui, le rapprochement est un peu rapide, je l'entends bien, d'autant plus qu'il n'est pas sur la ligne de Lénine. Mais il dit, on a testé un profil très ouvert à des militants associatifs ou syndicaux, etc., issus des gens de qualité, blablabla. Notre tête de liste a revendiqué publiquement n'avoir jamais participé à la campagne de Jean-Luc Mélenchon en 2017, qui effectivement était l'argument d'ailleurs mis en avant. Je demande à chacun d'observer que ça n'a pas produit l'effet escompté. Nous avons parlé de beaucoup de thèmes, mais quel était notre axe de discours? Quel était notre clivage structurant? Notre positionnement vis-à-vis de l'Union européenne est apparu hésitant. Moi, ça me va, parce que je pense que c'est pondéré, et en même temps, ça met bien le doigt sur les trucs. Voilà. Alors, pour conclure pour de bon, je dirais qu'on a, dans la société actuelle, en tout cas moi, c'est mon approche, et celle que je pense qu'on défend au sein de la rédaction de militants aujourd'hui, c'est de dire qu'on a une contradiction fondamentale qui est la contradiction capital-travail et qui se décline de manière particulière. Parce qu'on est elle n'est pas suspendue dans l'air, elle s'exerce dans un ordre productif qui est l'ordre néolibéral. Et dans ce contexte-là, ça prend la forme de l'opposition entre les artisans de cette économique et politique de cet ordre néolibéral et puis tous ceux qui en sont les victimes à des degrés divers. Et ça, c'est la contradiction principale dans notre société, et c'est cette contradiction-là qui a émergé à travers la question des Gilets jaunes. Et que les autres contradictions sont des contradictions secondaires. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des vrais problèmes, mais ça veut dire que c'est des questions qui doivent se régler au sein de notre camp et de manière unitaire, parce qu'on a un adversaire qui est ce monde capitaliste sous sa forme actuelle. Je crois que c'est quand même bien de dire capitaliste parce qu'il y a une illusion qui flotte un peu dans l'air, c'est qu'on pourrait revenir à une espèce de forme de capitalisme des 30 glorieuses. Or c'est faux. C'est soit on sort de ce mode de production par le haut, après on l'appelle comme on veut. Hein. Il y a des communistes italiens qui disent, eux, ils ont dit, nous on dit N+1. Voilà. Donc soit, ok. Soit on va vers N+1, si on veut éviter les adjectifs déjà trop entendus et un peu galvaudés, mais on n'ira pas vers N-1. Ça n'arrivera pas. Donc attention à ne pas véhiculer des illusions là-dessus. Et l'opposition entre le peuple et l'oligarchie, c'est la forme concrète que prend la lutte des classes aujourd'hui. De ce point de vue-là, par rapport à la bonne interview de Raquel. Alors, ce qu'il y a bien, c'est que dans les interventions médiatiques de Raquel Garrido et d'Alexis Corbière, les deux ont prononcé le mot de lutte de classe. C'est déjà pas mal. Et elle a dit, moi j'y crois. Je crois que la question, c'est pas un problème d'y croire. La lutte des classes, c'est pas une religion, ni même une idée vachement sympa. Hein. C'est quelque chose qui existe indépendamment de notre volonté. La question, c'est de savoir soit est-ce qu'on s'en occupe ou est-ce qu'on s'en occupe pas. Est-ce qu'on laisse les patrons s'en occuper ou est-ce qu'on met notre grain de sel de manière un peu organisée dans cette histoire-là. Voilà. Donc la question qui est posée, c'est la question de l'union dans cette perspective politique-là. Et de ce point de vue-là, l'outil politique me semble être encore la France insoumise. Et d'ailleurs, on voit bien que les tentatives d'en créer un autre, quelle que soit la sympathie qu'on peut avoir pour les personnes, je pense en particulier à des souverainistes de gauche, pour lesquels on peut avoir beaucoup de sympathie, en tout cas moi j'ai pas de problème là-dessus, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Donc il faut en tirer les conclusions. Et donc moi je suis pour poursuivre dans ce cadre-là, évidemment en renouant avec ce qui avait fait le succès de l'élection, de la campagne de l'élection présidentielle, qui était, comme rappelez-vous, exceptionnelle, et en sachant que dans ce rôle-là, pour ce qui nous concerne, là je parle dans le sens le plus restreint du terme, évidemment, le rôle qu'on peut s'assigner, c'est d'essayer de contribuer à la clarification des idées.
des idées non seulement sur la théorie, mais aussi sur les façons de procéder dans la pratique. C'est-à-dire quels sont les enseignements aussi qu'on peut en tirer. Et je pense que dans l'étape actuelle des choses, et vu la diversité du mouvement, on a encore un large travail à faire et une large raison d'être de ce point de vue-là. Voilà ce que je voulais vous dire en propos liminaire.